Bonjour, alors ce petit diaporama pour introduire un cours de Qigong, ce sujet comme tant d'autres, comme le lâcher-prise, comme l'enracinement, comme l'écoute de la respiration, comme la qualité de présence, etc., sont des sujets transverses à toutes les postures, tous les mouvements, voire tous les cours, voire toutes les disciplines, que ce soit le Qigong, le yoga ou même des activités courantes du quotidien, on va dire ordinaire. Euh, le fait d'avoir une intention, le fait de lâcher prise, le fait de se mettre à l'écoute de la respiration, c'est valable pour tout et n'importe quoi. Pourquoi est-ce que je propose ces petits exposés en début de cours? C'est à la fois pour donner une perspective au cours lui-même, à la séance, à la pratique, parce qu'on va prêter notre attention d'une manière différente selon ce qu'on a, selon la proposition qui nous est faite. Si en début du cours, on va pratiquer des séries classiques et des enchaînements divers, on dit que on prend pour convention qu'on va écouter particulièrement, on va faire particulièrement attention au lâcher prise, par exemple, eh bien, ça va changer la saveur de l'expérience, de la pratique, puisqu'on aura mis un accent particulier sur la détente ou sur la respiration ou sur, et en l'occurrence, sur l'intention. Le deuxième objet de ce petit diaporama, c'est d'expliciter, d'éclairer un concept majeur dans la pratique du Qigong, en l'occurrence celui du Yi, de l'intention. Alors, la première chose, c'est que, évidemment, quand on voit quelque chose, on n'en voit que la partie visible, on n'en voit que la partie extérieure de l'iceberg. C'est pas pour autant qu'il n'y a pas 90% de l'iceberg qui est immergé sous la ligne de flottaison et qui est invisible sous l'eau. Alors, de la même manière, quand on voit quelqu'un qui lève les bras, ben on voit des bras qui se lèvent. Mais ça, c'est la partie visible, ce n'est que la surface. Pourquoi le fait-il? Dans quelle intention le fait-il? Comment place-t-il sa conscience dans ce qu'il fait? Est-ce qu'il pense au bout de ses doigts? Est-ce qu'il pense à ses aisselles? Est-ce qu'il pense à ses pieds? Pourquoi est-ce qu'il pense à son bassin? Pourquoi est-ce qu'il reste connecté à son dantian plutôt que de monter dans sa tête? Voilà, il y a toutes sortes d'éléments qui échappent, à moins d'avoir un œil observateur très exercé, mais c'est moins visible, disons, que la partie grossière du mouvement de surface. Il se trouve que l'énergie va là où se place notre attention. Donc dans le Qigong, on va mobiliser notre attention dans la direction cohérente avec l'intention qui nous anime dans la pratique. Vous comprenez ça très bien. L'idée est la suivante, c'est que le yi, l'intention, précède le mouvement. C'est pour ça que des fois, par exemple, dans une rotation, on dit d'abord la tête, puis les épaules, puis le bassin. Ou alors on dit l'inverse, ça dépend des intentions justement, mais parfois c'est le regard qui traduit l'intention, et donc d'abord on se retourne entre guillemets vers l'adversaire ou vers le partenaire, puis ça entraîne les épaules, puis ça entraîne l'ensemble du buste, voilà, et puis on évite d'embarquer les genoux avec, parce que sinon on déstructure la posture et on se fait mal aux ligaments croisés. Alors, ça c'est une petite aparté, mais c'est pour dire que dans cette image où d'abord on bouge le regard qui traduit l'intention de regarder, et ensuite tout le corps comme un seul organe bien unifié suit le mouvement, eh bien c'est ça qui traduit l'image, qui traduit le yi précède le mouvement. Donc l'esprit va orienter l'énergie qui, elle, va s'organiser en fonction pour entraîner le corps. Voilà, c'est pourquoi il est dit le yi dirige le chi et le chi dirige la forme. C'est ce que je vous disais à l'instant. Vous avez le regard qui va donner la direction. Ensuite, vous avez le souffle, c'est-à-dire quelque part c'est le souffle de l'intention, mais c'est aussi le souffle de la respiration, surtout, qui va suivre. Euh, Si par exemple vous ouvrez les bras vers le ciel tout en regardant vers le yang, vers le ciel, eh bien le souffle va s'ouvrir la cage thoracique, va ouvrir la cage thoracique au fur et à mesure que les bras vont s'élever. Et l'énergie va monter de bas en haut, et puis on va même collecter l'énergie externe de haut en bas qui va s'écouler dans les bras tendus vers le ciel, euh, avec le mouvement du regard qui traduit l'intention de capter l'énergie.
Et si deux personnes pratiquent le même mouvement avec la même rigueur technique, mais que l'un est sensible à l'énergie et qu'il y est attentif à capter l'énergie, mettons de haut en bas, du Pairue jusqu'au Ruyin, eh bien, il va se passer quelque chose de différent chez cette personne, dans cet individu, que dans celui qui ne sait pas pourquoi il le fait et qui se contente de regarder à la vidéo ou dans la glace le prof faire et qui fait pareil sans savoir pourquoi on le fait. Voilà. Pourquoi? Parce que tout est conscience. Et que quand la conscience euh, s'anime dans une orientation, eh bien, elle entraîne avec elle tout ce qu'elle est. Elle s'entraîne elle-même dans la direction qu'elle traduit. L'aveugle qui pratique, enfin pas l'aveugle, mais la personne qui pratique en aveugle, c'est une expression, euh, et les aveugles qui sont dans la cécité des yeux peuvent très bien avoir la même intention que des gens qui y voient clair, et au contraire même, parce qu'ils sont plutôt centrés à l'intérieur, eh bien je veux dire, la pratique aveugle, la pratique qui est dépourvue de conscience, va évidemment beaucoup moins loin que la pratique éclairée par la conscience. Alors selon les orientations pédagogiques, on va être très attentif à la partie technique parce qu'on dit si la première pierre, la brique de base, c'est-à-dire le mouvement par lui-même, est déjà de traviole, comment voulez-vous que l'intention soit claire? L'intention qui est plus subtile. Et puis il y a l'autre orientation pédagogique qui dit ça ne sert à rien de recopier et de répéter un mouvement comme un petit singe, alors on fait parfaitement la chose comme le prof le fait, puis s'il se gratte le nez, tout le monde se gratte le nez alors que ça n'a rien à voir avec le mouvement, c'est un mouvement parasite ou c'est un mouvement que le prof a fait pour s'amuser. Mais non, il faut surtout imiter l'intention, c'est-à-dire s'approprier l'intention et l'interpréter à sa manière, avec un corps qui est fondamentalement différent de l'un à l'autre, avec un instant présent qui est vécu différemment de l'un à l'autre. On ne peut pas être le clone de quelqu'un d'autre. On ne peut pas répéter une technique à la lettre, c'est absurde et c'est impossible. On ne peut que, d'une fois sur l'autre, faire différemment, différemment de la fois précédente et différemment de la fois suivante, et évidemment différemment des autres et différemment du prof ou de la référence que l'on utilise, tout en respectant les grands principes, mais en les adaptant à sa physiologie, à sa morphologie, etc. Donc, euh, paraît-il, en Chine, on est plutôt attentif d'abord aux aspects mécaniques, puis respiratoires, puis intentionnels. Et évidemment, comme on ne fait jamais les choses de la même manière de ces deux côtés de la planète, on aurait plutôt tendance en Occident, et moi ce serait ma tendance, d'abord à être au clair sur l'intention, ensuite à suivre la respiration, et enfin à ce que le geste suive la respiration qui elle-même suit l'intention. Cela dit, tout ceci est théorique, parce que quand je lève mes bras, il y a quand même des bras qui se lèvent, à l'évidence. Alors que j'ai commencé par la décision de lever les bras, ou que j'ai écouté le rythme du corps qui m'a invité à lever mes bras, tout ça c'est des nuances. C'est pas de la guitare, hein, c'est pas de la poésie, ça désigne des choses réelles. Mais je ne dis pas que ça revient au même, mais généralement, au bout d'un moment en tout cas, même si on a commencé avec l'intention et puis on était un peu perché dans la tête et que le corps a suivi maladroitement, au fur et à mesure, le corps, il s'est ajusté et petit à petit, en suivant le corps qui a été imprimé d'une intention, finalement, implicitement ou indirectement, on suit l'intention. Et dans l'autre cas, c'est exactement pareil. Si on a d'abord engagé les bras sans savoir qu'on visait le ciel, d'une certaine manière, quand les bras sont au ciel, ils captent l'énergie même quand on ne le sait pas. Alors, et même quand on ne le veut pas, particulièrement. Mais petit à petit, on en prend conscience et si on a cette fantaisie, on accompagne cette réalité avec l'intention d'accompagner et de capter. Donc, qu'on commence par le corps et qu'on termine par l'esprit, ou qu'on commence par l'esprit et qu'on termine par le corps, dans les deux cas, on engage les deux. Donc c'est un peu des querelles de chartistes que de dire c'est plus l'un que l'autre, parce que c'est les deux à la fois. Alors après ça, selon les orientations pédagogiques, on peut faire un choix ou un autre, de mettre l'accent, de porter l'attention des élèves sur une manière ou sur une autre, mais ce n'est pas la peine d'excommunier tous les autres qui font différemment, sous prétexte qu'ils auraient tort et qu'ils n'ont rien compris, parce qu'ils ne font pas comme moi. Les Chinois ont de bonnes raisons de faire comme ils font, et puis d'autres Chinois que les mêmes Chinois ont d'autres raisons de faire différemment. J'insiste beaucoup sur le fait d'être objectif,
d'être tranquille et d'être humble et de voir la relativité des choses. J'ai trop entendu des profs être rigoristes et pour moi c'est ridicule parce que les mêmes profs qui vous disent une chose dans un bouquin vous en disent une autre dans une vidéo et vous en dites une autre dans un cours parce que leur pratique à eux elle évolue et c'est tout à fait normal. Ce qui n'est pas normal, encore que c'est normal d'être médiocre, mais ce qui n'est pas juste en tout cas, c'est de s'arc-bouter sur des rigidités au prétexte qu'on croit très fort à ce qu'on dit, alors qu'une croyance, c'est juste une pensée qu'on croit vraie. Et puis la semaine d'après, ou 2 ans après, ou 2 siècles après, on s'aperçoit qu'elle n'était pas tout à fait vraie, ce qui est arrivé dans la science à de nombreuses reprises. Voilà, la physique newtonienne a été revisitée par la physique quantique, et donc ça ne veut pas dire que tout était faux, ça veut dire que ça dépend. Voilà, alors avec ça on peut dire beaucoup de choses, mais je ne vais pas rentrer dans un propos trop long là-dessus. Voilà, alors euh, il faut que notre esprit aille là où on veut aller avec le corps. Le mouvement physique, et je m'arrêterai là, ce n'est que la moitié du travail à faire en Qigong. Il faut plutôt chercher la qualité de présence que l'absolue justesse, parce que si on est trop concentré sur la technique, eh bien, on perd l'essence même de la pratique. Il s'agit, comme mon professeur me l'a enseigné, et en cela il était extrêmement juste, je trouve, et ça m'a beaucoup touché, mettre de l'émotion dans sa pratique. Quand on lève les bras au ciel, c'est pas la peine d'en faire toute une histoire et de se raconter que on lève les bras vers le Père éternel ou est-ce que je ne sais, et raccrocher une théorie avec des dogmes et des croyances et tout ça. Mais quelque part, lever les bras au ciel, c'est s'ouvrir au yang, c'est s'ouvrir à la lumière. C'est réel, qu'on le veuille ou non, qu'on l'exprime ainsi ou pas, c'est la réalité. On lève les bras vers le haut. Et donc c'est le bas qui s'élance vers le haut. Alors après ça, que ça nous inspire des émotions poétiques, parce que effectivement ça nous renvoie à des connotations dans notre expérience ou dans nos croyances, eh bien c'est normal et c'est très bien. Mettre de l'émotion dans sa pratique, ça veut dire habiter sa pratique, incarner sa pratique avec son cœur.